Alors, on se retrouve maintenant pour le grand 2. On va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas de respect, pas spécialement, aux êtres vivants. Pour ça, on commence forcément par une transition. Alors, dans un premier temps, il faut faire toujours, dans une transition, un bilan de ce qu'on vient de dire. Qu'est-ce qu'on vient de dire? On vient de dire qu'on devait le respect aux êtres vivants parce qu'ils poursuivent des buts comme nous, et qu'on devait le respect aux animaux parce que, comme nous, ils ont une conscience sensible. En fait, ce qu'on constate là dans le bilan, c'est que le raisonnement à chaque fois, c'est de constater que les êtres vivants ont les mêmes facultés que nous, ou les mêmes caractéristiques que nous, et c'est ça en fait qui nous invite à les respecter. Le problème, c'est que, on arrive à la limite là, on est en train de dire ici que les hommes et les animaux sont égaux. C'était ça le raisonnement à chaque fois. Mais si les hommes et les animaux sont égaux, sont pareils, qu'est-ce qui nous empêche de nous comporter, nous, comme des animaux? En fait, la conséquence logique, si on pense vraiment que les êtres vivants et les hommes sont égaux, sont pareils, normalement, la conséquence logique, ça ne devrait pas être le respect, mais ça devrait être tout simplement le fait qu'on a le droit de se comporter comme les animaux et les êtres vivants. Autrement dit, la loi de la jungle, la loi du plus fort s'applique. Et si nous, les êtres humains, sommes supérieurs aux êtres vivants et aux animaux, nous n'avons qu'à user de ce droit pour les dominer. Cette logique de simplement dire que l'homme et l'être vivant sont égaux comporte des problèmes, ne serait-ce que parce que la loi du plus fort, alors on peut essayer de l'appliquer envers la nature et les animaux, mais à l'intérieur même de la société, ça pose problème. Si on se met à se comporter comme des animaux envers les autres êtres humains, eh bien voilà, ça devient l'état de nature selon Hobbes, comme on l'a vu dans le chapitre précédent. Donc ça pose véritablement problème. Et c'est ça qui nous amène à dire du coup dans le grand 2 qu'on ne doit pas le même respect aux êtres vivants qu'aux êtres humains. Donc dans tout ce grand 2, on va essayer de, à l'inverse, penser qu'il y a une hiérarchie entre les êtres humains et les êtres vivants, et que du coup, le respect doit être proportionné à cette hiérarchie-là. Alors, il y aura deux arguments. On va retrouver l'idée qu'on a évoquée en introduction, bien sûr, qui est de dire que les êtres vivants, ils n'ont pas de conscience sensible, et donc évidemment, là, il y a une première hiérarchie qui se crée, et puis ensuite, on poussera un peu plus loin le raisonnement en disant que les êtres vivants n'ont pas non plus de conscience morale. Et dans les deux cas, cette hiérarchie nous invite à dire qu'on ne leur doit pas le même respect qu'on doit aux êtres humains. Alors, donc d'abord grand A, parce que les êtres vivants n'ont pas de conscience sensible. Ici, on va retrouver notre petit Descartes, avec une idée qu'on a rapidement évoquée dans le chapitre sur la liberté, mais qu'on va creuser un petit peu. Alors si on résumait ce que pense Descartes, Descartes pense qu'on doit le même respect à un être vivant qu'on doit à un être minéral. Il n'y a pas à hiérarchiser le respect entre le respect qu'on doit à un chien, à un brin d'herbe ou à un caillou. On leur doit tous le même respect. En revanche, il y a un respect particulier à avoir uniquement pour les êtres humains. Alors, pourquoi ? Il y a plein de justifications possibles, qui s'entremêlent un peu. La première, c'est que Descartes a eu cette intuition très forte au XVIIe siècle, donc, mais de dire que, en fait, pour expliquer le vivant, on n'a pas besoin de recourir à une force vitale ou à une âme, vous voyez. Donc en fait, il y a une grosse critique de l'animisme et du vitalisme qu'on avait vu rapidement dans le Grand 1. Descartes est persuadé que, en fait, un être vivant, une plante, c'est juste une machine un peu plus complexe, voilà, un peu mieux rodée, mais voilà, juste une machine un peu plus évoluée. Autrement dit, que le vivant s'explique uniquement par des forces mécaniques. Que les lois de la physique qu'on est en train de commencer à découvrir au XVIIe siècle s'appliquent aussi aux êtres vivants. Alors aujourd'hui, on a un peu raffiné ça, on sait que ce qui se passe, la nature des forces qui sont à l'œuvre dans un corps humain, ce sont des forces physico-chimiques, d'accord ? Que, en gros, on applique moins, même si elles restent valables, les lois de Newton dans le corps humain que les lois de la chimie, en fait, donc en même temps, physique et chimie ne sont pas contradictoires, vont ensemble, c'est juste un raffinement
à une échelle inférieure. Mais voilà, Descartes a eu cette intuition très tôt de dire que les êtres vivants s'expliquent uniquement par des forces physico-chimiques, dirait-on aujourd'hui. Le deuxième tiret, c'est que chez Descartes, c'est aussi le cas des animaux. C'est ce qu'on appelle la thèse de l'animal-machine chez Descartes. En fait, l'animal, pour lui, pareil, les forces physico-chimiques s'appliquent dans son corps, et l'animal, pour lui, n'a pas de conscience. Donc, ce qui nous semble évident pour le brin d'herbe, pour Descartes, c'est aussi le cas pour l'animal. L'animal, lui aussi, est une machine un peu plus sophistiquée que la plante, mais c'est une machine quand même. Et donc, ce que ça veut dire, c'est que si, par exemple, un animal crie, c'est juste qu'il a été programmé pour le faire et pas qu'il a mal. De même que, vous voyez, si vous avez programmé un mini-robot pour qu'il hurle quand on le tape, il a pas mal, c'est juste qu'il a été programmé pour hurler. Mais il a pas vraiment mal, il a pas conscience d'avoir mal, enfin, il ressent pas, il n'y a pas une conscience qui est là pour ressentir les choses. Donc vous voyez, l'argument ici va très loin puisqu'il s'applique aussi aux animaux. Pourquoi est-ce que Descartes l'applique aussi aux animaux ? En fait, c'est juste il y a une croyance dans la science chez Descartes qui est très forte, se dire mais voilà, la science a commencé à expliquer, elle continuera à expliquer tout le reste des comportements des plantes, mais aussi des êtres humains, uniquement par des forces physico-chimiques. Et c'est tout. C'est un pari à son époque, mais en fait ça se vérifie de mieux en mieux. Une autre façon de le voir, c'est qu'il va dire que autant il peut y avoir un risque d'anthropocentrisme quand on se croit spontanément supérieur aux êtres vivants simplement parce qu'on a toujours l'impression que nous on est supérieur. Il y a un risque inverse, qui n'est pas l'anthropocentrisme, mais l'anthropomorphisme. Alors qu'est-ce que c'est que l'anthropomorphisme ? C'est le fait de plaquer sur des êtres vivants des choses qui viennent de l'homme. Donc très concrètement, vous voyez par exemple si votre petit robot que vous avez programmé pour crier quand on le touche, et vous pouvez être sujet à l'anthropomorphisme, c'est-à-dire que vous allez plaquer sur lui votre émotion quand on vous frappe, et votre émotion quand vous criez. Mais en fait, vous plaquez ça sur le robot, alors qu'il ne ressent rien. Et en fait, pour Descartes, on fait la même chose face aux chiens, aux animaux, enfin voilà. Même parfois aux arbres, il y a des personnes qui ont mal pour l'arbre quand on lui arrache une feuille, voilà, ça c'est un cas extrême d'anthropomorphisme. C'est le fait de plaquer sur les êtres vivants des caractéristiques humaines. Et en fait, ce qui se passe, c'est que chez Descartes, il n'y a que l'homme, uniquement l'homme, qui possède une conscience. Pourquoi ? Parce que chez Descartes, il n'y a que l'homme qui possède une âme. Et l'âme chez Descartes, c'est les trois facultés qu'on a déjà vues, c'est-à-dire la conscience réflexive, la raison et la volonté. Et pour lui, en fait, il y a cet argument un peu étonnant, mais c'est que si on n'a pas de conscience réflexive, on n'a pas vraiment de conscience sensible. Si on n'a pas conscience d'avoir mal, et en fait, on a mal, mais si on n'a pas conscience, ça nous affecte pas vraiment, en fait, vous voyez. Donc, comme il n'y a que l'homme qui possède, pour lui, la conscience de soi, et du coup, il n'y a que l'homme qui ressent véritablement les choses. Donc, il n'y a que l'homme qui ressent véritablement la douleur. Donc pour Descartes, la conséquence de tout ça, je l'ai pas noté sur le plan, mais vous pouvez, je pense que vous vous en doutez, c'est que on doit du respect aux autres hommes, mais on n'a pas de respect à avoir pour les êtres vivants. En tout cas, pas plus qu'on en aurait pour une pierre ou pour un robot. Voilà. Alors, on passe maintenant au grand B, où on va voir que on ne doit pas spécialement respecter les êtres vivants, parce qu'ils n'ont pas de conscience morale. Alors ici, on va reparler de Kant. On en reparlera aussi dans le grand 3, parce qu'il a une pensée assez nuancée sur cette question, je vous expliquerai pourquoi. Mais le point de vue de Kant, on avait vu que Kant croyait à la règle d'or. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse.
Mais en fait, pour lui, autrui, ça ne désigne pas... ça désigne que les autres êtres humains. Qui est pas du tout comme Peter Singer qu'on a vu dans Le Grand 1. En fait, autrui, la règle d'or, elle s'applique à d'autres êtres humains qui sont capables d'être moraux eux-mêmes. Donc si je devais résumer ça, c'est de dire que on a des devoirs uniquement envers des êtres capables d'être moraux. Et donc pas envers les êtres vivants en général. Alors, la justification, elle va nous permettre de creuser un peu ce qu'on a vu là dans la transition. C'est que, effectivement, enfin, le règne animal, c'est le règne de l'état de nature, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, tout simplement. Et en fait, que l'existence de droits et de devoirs, ça demande des capacités bien précises pour qu'on soit non pas dans l'état de nature, mais dans ce qu'on appelle l'état de droit. L'état de droit, c'est un état dans lequel il y a des droits et des devoirs, des lois, etc. Il faut d'abord des êtres qui soient capables de les réclamer, ces droits. Et on n'a jamais vu un chien réclamer des droits. Voilà, on pourrait se dire, c'est pas parce qu'ils les réclament pas qu'ils y ont pas droit, mais en fait, c'est un peu plus profond que ça chez Kant, c'est que être capable de réclamer un droit, c'est être capable d'avoir une idée de justice. L'animal, en fait, il n'a pas l'idée de justice, il est dans le pur rapport de force, soit il est le plus fort, soit il se soumet, mais il n'a pas l'idée de penser les choses en termes de justice. La deuxième chose, c'est pour qu'il y ait un état de droit, c'est que donc il faut que je puisse être capable de réclamer un droit, mais toujours en même temps que je sois capable d'assumer les devoirs qui vont avec. Un état de droit, c'est un état dans lequel une personne qui a un droit a aussi des devoirs envers l'autre. Vous voyez, il y a une forme de réciprocité en réalité. Et ça, c'est pas le cas chez les animaux, c'est-à-dire que on va être très gentil avec eux, et ils vont pas pouvoir être très... Enfin, ils vont pas nous le rendre, en fait. Il va pas y avoir de réciprocité. Ou s'ils nous le rendent, c'est bien par hasard, et pas parce qu'ils se disent « Ah, j'ai le devoir de rendre ça ». Il y a plein de critiques possibles de ce que dit Kant là, mais en fait, il faut quand même bien reconnaître quelque chose, c'est que le fait que nous, les êtres humains, on ait été capables de créer un état de droit alors que les animaux non, eh bien, c'est le signe que nous avons une supériorité. Et donc, du coup, à ce titre-là, on n'a pas... Enfin, voilà, on a créé cet état de droit, mais à l'intérieur des sociétés humaines, et on n'a pas spécialement à l'élargir aux sociétés animales. D'ailleurs, on ne peut pas vraiment parler à ce titre-là de société animale.